On l'appelle le pays du bonheur. Et pourtant, avec un tel nom, le Bhoutan est rarement mis en avant sur la scène internationale. En plus de son isolement géographique, le Bhoutan est aussi très isolé sur le plan politique et commercial. Situé au cœur de l'Himalaya, le royaume représente une superficie comparable à celle de la Suisse, à savoir un peu plus de 38 000 km². Mais la comparaison s'arrête là. Sa population est 10 fois plus petite. Du point de vue du développement économique, le Bhoutan est un royaume ermite. Il s'est sciemment coupé du monde et revendique depuis être devenu le pays le plus heureux du monde. Alors, quelles sont les particularités de la société bhoutanaise, de son modèle politique et économique? Avant qu'on y réponde, j'ai quelque chose à vous dire. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, la chaîne en est encore à son stade embryonnaire. Chacun d'entre vous contribuez à sa croissance. Pour notre part, on espère qu'elle grandira assez pour en faire notre métier. Ça nous aiderait énormément si vous mettiez un pouce bleu ou rouge si ça vous plaît pas et que vous écriviez un commentaire, même pour vous plaindre. C'est bête, mais comme ça, on saura ce qui vous plaît et en même temps, l'algorithme YouTube mettra notre contenu plus en avant. L'équation est simple, plus d'engagement, plus d'abonnés, plus de ressources et de temps libre, plus de sujets. Merci. Allez, on réembraye. Bhoutan, un bonheur revendiqué à juste titre. L'impact environnemental du Bhoutan est minime. C'est l'un des endroits les mieux préservés du globe. Près des 3/4 du pays sont couverts de forêts et 60% de son territoire a été déclaré protégé. Parmi ces aires, on trouve un parc naturel, le Saktang Wildlife Sanctuary, créé pour préserver le migou, qu'on appelle en français le yéti, l'abominable homme des neiges. Le Bhoutan est une relique du passé, un paradis naturel, notamment du fait de l'interdiction du tourisme jusqu'en 1974. Aujourd'hui encore, le tourisme reste une activité réservée à une infime minorité de privilégiés. Les étrangers doivent s'acquitter d'une redevance allant de 200 à 290 $ par jour. Heureusement, ce tarif comprend le guide, l'hôtel et les frais de bouche. En fait, c'est pas non plus beaucoup plus cher qu'un séjour au ski. Au final, ce sont uniquement 270 000 touristes que le Bhoutan accueille annuellement. Vous l'aurez compris, le Bhoutan n'est pas l'un de ces pays dont l'économie repose sur le tourisme. C'est une série de réformes entreprises par le gouvernement qui constituent l'alpha et l'oméga de la société bhoutanaise. En 1972, le Bhoutan affrontait une vague de critiques concernant le taux élevé de pauvreté au sein de sa population. Le roi d'alors, Jigme Singye Wangchuk, a proposé un nouvel indice pour mesurer les progrès de développement d'un pays, le bonheur national brut. Il se substitue au PNB, le produit national brut, et prend en compte le bien-être psychologique, l'harmonie de la communauté, le niveau de santé, l'accès à l'éducation ou votre disponibilité quotidienne pour vos loisirs. Le BNB est donc plus complet que l'indice de développement humain que les Nations Unies ont établi comme référence pour mesurer le bien-être de la population. De fait, le PNB par habitant est une notion trop limitée qui privilégie la consommation de biens matériels. Ce nouvel indicateur vise à compléter les aspects matériels du progrès humain avec des éléments qui relèvent de l'âme et de l'esprit, en théorie. Avec une telle approche, on pourrait penser que le Bhoutan est une superpuissance mondiale du bonheur. Et ben non, même dans ce classement un peu original, le Bhoutan réalise une faible performance. Selon le rapport sur le bonheur dans le monde de 2019, élaboré par les Nations Unies, le Bhoutan occupe la 95e place du classement, juste devant le Cameroun. Alors pourquoi je vous parle pas du rapport 2021 ? C'est tout bête, mais le Bhoutan a été exclu de ce rapport parce que l'Institut Gallup, responsable de la collecte d'informations par le biais de sondages, n'a pas eu accès au pays depuis le début de la pandémie. Alors pour être encore plus précis, le royaume a reçu une mention honorable pour son action de préservation de sa population et la mobilisation de ses ressources nationales dans ce but. Au fait, les pays qui ont dominé le classement sont dans l'ordre la Finlande, le Danemark, la Suisse, l'Islande et les Pays-Bas. La France, elle, se trouve en 21e position. Bon, il semblerait quand même qu'il y ait une corrélation entre le bonheur brut et la prospérité propre aux démocraties libérales. Alors qu'est-ce qui explique que le Bhoutan ne soit pas en tête du classement, ou tout du moins en meilleure position dans ce classement ? Pourtant, l'espérance de vie y a doublé ces 20 dernières années et la quasi-totalité des enfants sont scolarisés. En fait, un quart des 800 000 Bhoutanais survivent avec moins de 1,25 $ par jour, soit le montant considéré comme le seuil d'extrême pauvreté. C'est pourquoi le Bhoutan figure systématiquement sur la liste des pays les moins développés que l'ONU dresse chaque année. Et malgré un climat sécuritaire plutôt calme, la criminalité a augmenté, on observe l'émergence de gangs de rue et une recrudescence de contrebande de biens de consommation et de nourriture. Le pays est aussi affecté par le changement climatique. L'industrie y est inexistante et 70% de la population dépend de l'agriculture. Les indicateurs d'enneigement et de précipitation sont en chute libre, ce qui entraîne de plus en plus de pertes de récoltes chaque année. Une situation qui s'aggrave du fait de l'obsolescence de l'outillage agricole et du savoir-faire technique.
La température a augmenté, il y a donc plus d'insectes qui s'attaquent aux fruits et aux céréales. Si ça continue, nous allons avoir beaucoup de problèmes pour nos cultures et nous nourrir. Dawa Tshering, agriculteur bhoutanais originaire de Paro. Au pays du dragon de tonnerre. Je vous rassure, le Bhoutan a quand même ses points forts. Déjà, malgré son indice élevé de pauvreté extrême, l'économie domestique tourne mieux ces dernières années. L'État a réinvesti ses recettes issues du tourisme dans la préservation de son patrimoine culturel. Mais ce qui fait réellement la particularité du Bhoutan, c'est sa production hydroélectrique que le royaume produit à faible coût et exporte à ses voisins, dont l'Inde. En fait, le Bhoutan est très montagneux, une topologie très propice à la production d'énergie hydroélectrique. Grâce à sa géographie montagneuse impressionnante, le Bhoutan est un haut lieu de l'énergie hydroélectrique dans la région. Le Bhoutan exporte donc principalement vers l'Inde et les revenus issus de ces exportations représentent à eux seuls près de 30% des recettes de l'État et 14% du produit intérieur brut. Or, l'Inde et le Bangladesh réunis pèsent 1,6 milliard de personnes. Les besoins énergétiques sont colossaux, une aubaine pour l'écoulement du surplus par le Bhoutan. Ce sont d'ailleurs des centrales construites par l'Inde qui assurent l'approvisionnement hydroélectrique du Bhoutan et de l'Inde, ce qui fait de cette dernière une alliée stratégique de Thimphu, la capitale bhoutanaise. Le royaume himalayen dépend à 90% de l'Inde pour ses importations et de 80% de ses exportations vers le géant sud-asiatique. Une dépendance particulièrement frappante qu'on voit rarement ailleurs. Alors une question se pose, la Chine joue-t-elle un rôle dans cette histoire ? Le terrain semble propice pour un démarchage proactif des autorités chinoises pour son projet des nouvelles routes de la soie, la BRI, un pays pauvre avec peu d'infrastructures et de faibles investissements étrangers. On a donc vu les investissements chinois se multiplier ces dernières années, surtout dans la santé et l'éducation. Mais ça n'a pas suffi à convaincre Thimphu de rejoindre la cohorte des États membres de la BRI chinoise. Le royaume reste fidèle à son allié indien. Ça n'empêche pas la Chine d'y renforcer progressivement sa présence, surtout en procédant à l'édification d'ouvrages majestueux, comme la statue de Bouddha d'Ordenma, recouverte de feuilles d'or et devenue l'un des symboles du pays. Mais la Chine mène aussi une politique toujours plus agressive, surtout que les deux pays s'affrontent sur une question de revendication territoriale, plusieurs centaines de kilomètres carrés au nord et à l'est du royaume. Beijing et Thimphu n'ont pas normalisé leurs relations diplomatiques, mais ça ne les empêche pas de mener des négociations depuis les années 80 sur ce différend territorial. Ils étaient toutefois parvenus à un accord en 98. Les parties s'engagent à ne pas recourir à l'action unilatérale pour modifier le statu quo à la frontière commune. Une frontière commune qui n'existait d'ailleurs pas avant l'annexion du Tibet par la Chine en 51. Certains d'entre vous se rappellent peut-être qu'en 2020, avait pris place des affrontements très violents entre l'Inde et la Chine avec des dizaines de morts des deux côtés à coups de pierres et de bâtons. Oui, parce qu'en fait, un accord a été passé entre les deux pays en 66, un accord qui définit que tuer à l'arme à feu c'est mal, mais avec un gourdin, ça passe. Bref. Un premier épisode avait déjà eu lieu en 2017, un épisode qui porte sur le plateau du Doklam que la Chine et le Bhoutan se disputent. L'Inde était donc intervenue en vertu d'un accord de défense entre l'Inde et le Bhoutan. Bon, visiblement, le Bhoutan n'est pas le havre de paix que l'on nous vend. Comme toute médaille, il y a un revers. La face sombre du Bhoutan. L'image que le Bhoutan souhaite véhiculer au monde est celle d'un pays paisible et harmonieux, un royaume bouddhiste idyllique au cœur de l'Himalaya. En plus de la hausse des inégalités et de la criminalité, le Bhoutan conduit une politique de persécution et de discrimination des minorités ethniques, en particulier celle des Lhotshampa. Les membres de cette minorité, dont la langue principale est le népalais et qui pratiquent l'hindouisme, ont été dépouillés de leur citoyenneté, un préjudice qui a débuté en 88. On parle de dizaines de milliers de personnes qui sont à présent apatrides. Ce serait entre 80 000 et 100 000 Lhotshampa qui ont été rassemblés dans des camps de réfugiés au Népal et en Inde, des camps où les séjours durent environ 20 ans avant d'espérer une relocalisation. En 2017, le département d'État états-unien a publié un rapport sur les droits de l'homme au Bhoutan. Il conclut que le royaume muselle l'opposition et les constitue prisonniers politiques, notamment des Lhotshampa. Alors comment expliquer cette injustice ? C'est très simple, le nationalisme. Le Bhoutan souhaite préserver à tout prix son identité et sa culture bouddhiste. Et pour ce faire, le gouvernement a purement et simplement déclaré que les Lhotshampa, de confession hindouiste, étaient des outsiders, des migrants illégaux. Pourtant, on peut tracer la présence des Lhotshampa dans le sud du Bhoutan à 1620, il y a 4 siècles. Ce sont donc des lois sur la citoyenneté bhoutanaise qui ont été promulguées en 58 et en 85 qui définissent le cadre légal pour l'expulsion de cette minorité ethnique. Alors qu'une partie des Lhotshampa avait entrepris la démarche pour obtenir la nationalité en 58, de nombreux membres de la communauté n'ont pas pu prouver qu'ils
résider au Bhoutan avant cette date. Or, la loi de 85 a déterminé qu'il s'agissait d'une condition sine qua non, une règle qui a été appliquée avec zèle et tout à fait arbitrairement par les autorités bhoutanaises. Mettez-vous un instant dans leurs bottes, celle des Lhotshampa, j'entends. Votre famille et vous-même dépendez de la culture des sols, vous êtes analphabète, vivez sous le seuil de pauvreté. Vous n'avez évidemment pas fait enregistrer vos droits de propriété sur vos terres auprès des autorités bhoutanaises de l'époque. À quoi bon? Comment vos descendants, dont les conditions de vie sont à peu près les mêmes, parviendront-ils à prouver que ces terres leur appartiennent depuis des générations? Évidemment, les témoignages de vos voisins ne valent pas un sou, ils sont dans la même mouise. Et bah cette situation justement, c'est celle de 80 à 100 000 personnes qui ont été expropriées de leurs terres, celles dont ils dépendent pour leur subsistance, celles sur lesquelles ils sont nés. Les circonstances ont donc abouti à un conflit ethno-militaire entre l'armée royale bhoutanaise et les milices de défense Lhotshampa. Les stats officiels font état de 2 morts du côté de l'armée royale, mais d'autres estimations tablent sur près de 300 morts et 2000 prisonniers. Visiblement, il y a une marge de progression démocratique au Bhoutan. Pas étonnant lorsqu'on se penche sur son régime politique. Auparavant, le Bhoutan était dirigé par une monarchie absolue. Les premières élections ont eu lieu en 2007 et le premier gouvernement élu a pris les rênes du pouvoir en 2011. Beaucoup de structures autoritaires édifiées par le roi Jigme IV sont toujours en place aujourd'hui. La monarchie n'a pas cédé de pouvoir significatif. Le système combine les libertés civiles avec l'autoritarisme politique. Durbar Rizal, universitaire, dans la démocratie royale semi-autoritaire du Bhoutan. La mainmise de la famille royale sur le pays est encore très forte. Le gouvernement y est quasi omnipotent. La télévision n'a été autorisée dans le royaume que depuis 99 ans. De contradictions dans ce petit pays. Il est à l'origine du bonheur national brut et très friand de la préservation de l'environnement. Mais sa structure politique est très autoritaire et l'État viole sans scrupule les droits de l'homme de ses minorités. On peut espérer que le développement économique suscite l'intérêt de la communauté internationale pour ce pays, qui se soucie davantage de ses guettis imaginaires que de ses minorités ethniques. Cela permettra peut-être au royaume de réaliser quelques progrès qui seront grandement appréciés par sa population, quelle que soit la langue ou la religion.